Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à un livre euh, assez monumental qui divise beaucoup, Père riche, Père pauvre, de Robert Kiyosaki. Oui, un livre qui a presque 30 ans, mais qui continue de faire énormément parler. Absolument. Et pour en discuter, on a une série d'extraits qui résument sa philosophie. L'histoire de départ, elle est assez connue. Kiyosaki explique qu'il a grandi avec deux figures paternelles. C'est ça. D'un côté, son père biologique, qu'il appelle son père pauvre, très instruit, fonctionnaire, mais qui valorisait avant tout la sécurité de l'emploi. Et de l'autre, le père de son meilleur ami, son père riche. Lui, il avait peu d'éducation formelle, mais c'est devenu un entrepreneur richissime. Et c'est de cette opposition que naît toute sa réflexion. L'idée, c'est donc de décortiquer ces extraits pour comprendre pourquoi, selon lui, les riches s'enrichissent et comment les autres se retrouvent parfois piégés. Oui, et son postulat de base, c'est que notre rapport à l'argent, en fait, on l'hérite. On ne l'apprend pas à l'école, ça se passe à la maison. Donc les schémas se reproduisent. Exactement. Le système scolaire, selon lui, est conçu pour former d'excellents salariés, des experts, mais des novices sans finance. Ce qui explique ce paradoxe qu'il adore souligner. Comment des gens très diplômés peuvent se débattre avec l'argent toute leur vie. Voilà, ils sont très bons pour gagner de l'argent, mais pas pour le faire travailler pour eux. Et ça nous amène directement à son premier grand concept, la fameuse foire d'empoigne, ou rat race en anglais. Hmm, C'est une image forte. On obtient une augmentation, on est content, et puis en fait, les dépenses augmentent aussi, parfois même plus vite. On court après quelque chose sans jamais l'atteindre. c'est l'image de l'âne avec la carotte. Il avance, il fait des efforts, mais la récompense reste toujours juste hors de portée. Pour lui, ce cycle est gouverné par deux émotions très simples. La peur et le désir. La peur de manquer d'argent nous fait travailler, et une fois qu'on a la paix, le désir prend le relais pour tout dépenser. C'est un piège qui se referme. Mais attends, est-ce que c'est pas juste la vie, ça? Avoir un bon job, acheter une belle maison, pour beaucoup de gens, c'est un but. Lui, il présente ça comme un piège. Il ne critique pas le confort, il critique l'asservissement. L'exemple qu'il donne est très parlant. Le jeune couple qui réussit, leur revenu augmente, donc ils achètent la maison de leurs rêves. Logique. Oui, mais ça entraîne tout le reste, la nouvelle voiture, les nouveaux meubles, plus d'impôts. Dans ces diagrammes, on voit très bien la colonne des revenus monte, mais celle des dépenses explose. Et surtout, La colonne du passif. la colonne du passif. L'hypothèque, les crédits à la consommation, ils deviennent en fait esclaves de leur propre niveau de vie. Ils travaillent pour la banque et pour l'État. Donc le problème, c'est pas de gagner plus d'argent, ça peut même empirer les choses si on change pas sa mentalité. Exactement. C'est là qu'il dit, quand tu te rends compte que tu es dans un trou, la première chose à faire, c'est d'arrêter de creuser. Et travailler plus dur, dans ce cas, c'est creuser plus profond. C'est ça. Le vrai souci, c'est le manque d'intelligence financière. Cette ignorance laisse le champ libre à nos émotions qui nous font prendre des décisions irrationnelles. D'accord. Alors, comment on sort de ce trou? Hmm. C'est là qu'arrive sa règle numéro un, qui est d'une simplicité désarmante. C'est la base de tout. Il faut connaître la différence entre un actif et un passif. Et sa définition est géniale. Vas-y. Un actif met de l'argent dans votre poche. Un passif sort de l'argent de votre poche. C'est tout. C'est une question de flux, rien d'autre. Les riches achètent des actifs, les autres achètent des passifs. En pensant que ce sont des actifs. Et c'est là qu'il lâche sa fameuse bombe. L'idée qui a fait grincer tant de dents, votre maison n'est pas un actif, c'est un passif. Ah oui, celle-là, elle fait toujours réagir. Ça heurte de plein fouet le rêve de la propriété. Carrément. Mais si on suit sa logique de flux de trésorerie, bah, c'est implacable. Chaque mois, la résidence principale génère des sorties d'argent. Le prêt, les impôts fonciers, l'assurance, l'entretien. L'argent ne fait que sortir. Il n'y a aucune rentrée. Donc, c'est un passif. La maison, elle est bien un actif, mais pour votre banquier. C'est lui qui touche les intérêts. C'est un changement de perspective total. Il ne dit pas qu'il ne faut pas acheter, mais qu'il ne faut pas voir ça comme l'investissement d'une vie qui va nous enrichir. Précisément. Et il parle aussi du coût d'opportunité. Tout cet argent bloqué dans une maison trop chère, c'est de l'argent qui n'est pas investi ailleurs. Dans des choses qui, elles, pourraient générer un revenu. Des actions, un bien locatif, peu importe. L'important est de construire cette colonne d'actifs. Et ça nous amène à sa première leçon concrète. Occupez-vous de vos propres affaires. Ça sonne un peu individualiste dit comme ça. Oui, mais c'est pas du tout le sens qu'il lui donne. Ça ne veut pas dire quitter votre job. Au contraire, il dit de le garder, Ah bon? construire sa colonne d'actifs. En parallèle.
Il faut distinguer sa profession de ses affaires. La profession paye les factures, les affaires construisent la richesse. L'histoire qu'il raconte sur Ray Kroc, le fondateur de McDonald's, est hallucinante pour illustrer ça. Ah oui, excellente. Il demande à des étudiants en MBA « Dans quel secteur je travaille ?» Et tout le monde répond Dans les hamburgers, « Évidemment ». Et Kroc répond « Non. Mon métier, c'est l'immobilier. c'est une révélation. Les étudiants ont cru à une blague, mais il a expliqué que son vrai business, c'était pas de vendre des franchises, ça c'était le moyen. » Le but, c'était Le but, c'était d'acquérir les terrains au meilleur carrefour du pays, sur lesquels les franchisés allaient construire. Aujourd'hui, McDonald's est un des plus grands propriétaires immobiliers au monde. Les hamburgers ont juste payé pour les actifs. C'est fou. Et ça mène directement à sa deuxième leçon. Le pouvoir des entreprises est, De la fiscalité. oui, un point crucial. Il dit que les riches ne jouent tout simplement pas avec les mêmes règles fiscales. Il raconte que l'impôt a été vendu au peuple comme une idée à la Robin des Bois. Prendre aux riches pour donner aux pauvres. Et que dans la réalité, c'est la classe moyenne qui a fini par payer le plus lourd tribut. Parce que les riches ont trouvé comment s'organiser. Et la différence, elle est vraiment si énorme que ça? Juste en créant une structure? La différence est colossale et surtout, elle est légale. C'est une question de séquence. Pour un salarié, le schéma, c'est 1. Je gagne de l'argent. 2. Je suis taxé à la source. 3. J'essaye de vivre avec ce qui reste. D'accord. Et pour une entreprise? C'est l'inverse. 1. Elle gagne de l'argent. 2. Elle dépense tout ce qu'elle peut pour fonctionner. Et 3. Elle est taxée. Uniquement sur le bénéfice qui reste à la fin. C'est vertigineux. Ça veut dire que toutes les dépenses sont faites avec de l'argent avant impôt? Exactement. La voiture, les voyages d'affaires, les repas, le matériel, tout ça est payé par l'entreprise avant que le fisc ne se serve. Le salarié, lui, il paye tout ça avec son salaire net. L'avantage est juste monumental. Troisième leçon, tout aussi, contre-intuitive. Travailler pour apprendre, pas pour l'argent. Ça va à l'encontre de tout ce qu'on nous apprend. Il raconte sa propre histoire quand il a rejoint Xerox après l'armée. Pas pour le salaire, qui est des mauvais. Non, mais parce que c'était la meilleure école de vente du pays. Il était timide, il avait peur du rejet, et il savait qu'un entrepreneur doit savoir vendre. C'était une compétence, pas un salaire, qu'il était venu chercher. C'est une vision à long terme. Tout à fait. Et ça rejoint sa critique de l'hyperspécialisation. Il dit que le monde est plein de gens talentueux, mais pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils se concentrent sur une seule chose, faire le meilleur hamburger de la Lille. Mais ils négligent tout le reste, la vente, le marketing, la compta. Ils ne savent pas construire un système autour de leur talent. Comme McDonald's, qui ne fait pas les meilleurs hamburgers, mais qui a le meilleur système pour les vendre. Voilà, c'est toute la différence. On voit bien que les plus gros obstacles ne sont pas techniques, mais psychologiques. C'est le cœur du problème. Il dit que ce qui nous freine, c'est pas le manque d'infos, c'est la peur, le cynisme, la paresse, les mauvaises habitudes et l'arrogance. Et le plus gros de tous, j'imagine, c'est la peur de perdre de l'argent. C'est celui qui paralyse tout le monde. Mais la grande différence entre une personne riche et une personne pauvre, c'est la manière de gérer cette peur. C'est-à-dire? Personne n'aime perdre. Non, bien sûr. Mais pour la plupart des gens, un échec financier, c'est une défaite. On ne recommence plus. Pour ceux qui réussissent, l'échec est une source d'apprentissage. Ça les motive à faire mieux. Ils détestent tellement perdre que ça les force à gagner. C'est ça, les autres ont tellement peur de perdre qu'ils ne jouent même pas pour gagner. Ils jouent pour ne pas perdre. C'est très différent. L'exemple qu'il prend sur Fort Alamo est incroyable. Une défaite militaire totale, un massacre, et les Texans en ont fait un cri de ralliement. Souvenez-vous d'Alamo. Ils ont transformé une perte écrasante en une source de motivation. C'est ça le changement de perspective. On peut voir l'échec comme une fin ou comme un tremplin. Un autre obstacle qu'il cite, c'est la paresse. Les gens qui disent « je suis trop occupé, j'ai pas le temps ». Et son remède est surprenant. Oui, il dit qu'il faut un peu d'avidité. D'avidité. Il faut bien le comprendre. C'est pas l'avidité cupide. C'est un désir puissant d'une vie meilleure. Et c'est ce désir qui combat la paresse. Il oppose deux phrases. Celle qui tue l'esprit, je ne peux pas me le permettre. C'est une affirmation, une porte qui se ferme. Exactement. Et celle qui ouvre l'esprit, comment puis-je me le permettre? C'est une question. Ça force le cerveau à chercher des solutions. L'histoire du colonel Sanders, le fondateur de KFC, en est l'exemple parfait. Absolument. À 66 ans, ruiné, il aurait pu baisser les bras. Au lieu de ça, il s'est demandé comment m'en sortir. Il a pris sa recette de poulet et a fait le tour du pays. Et il a essuyé plus de 1000 refus avant de trouver quelqu'un.
1009 refus, pour être précis. C'est une persévérance qui défie l'imagination. C'est l'illustration de ce que son père riche lui disait. Quand le doute s'installe, quand la peur monte, il faut faire comme le colonel et frire ses petits poulets froussards. C'est une image. Efficace. Agir malgré la peur. C'est tout le sujet. Finalement, si on résume, ce n'est pas une collection de trucs et astuces. C'est un appel à un changement complet de mentalité. Il faut d'abord s'éduquer soi-même, reprogrammer son cerveau pour voir la différence entre ce qui nous enrichit, les actifs, et ce qui nous appauvrit, les passifs. Tout à fait. La richesse se crée d'abord dans l'esprit. L'argent n'est qu'une concrétisation de nos idées. Et de nos choix. Exactement. Et ça m'amène à une pensée finale, qui est peut-être la plus importante du livre. Kiyosaki dit qu'on a tous reçu 2 cadeaux à la naissance, notre esprit et notre temps. Ce sont nos actifs les plus précieux. Hmm. Et chaque jour, chaque euro qui passe entre nos mains nous donne le pouvoir de choisir. On peut le dépenser et s'appauvrir, ou on peut l'investir dans notre esprit, dans des actifs, et construire un futur plus riche. C'est un choix quotidien en fait. C'est un choix actif. Et la vraie question à se poser chaque jour, c'est peut-être pas comment je peux gagner plus d'argent, mais plutôt quelles compétences est-ce que je pourrais apprendre ou quel actif est-ce que je pourrais acquérir aujourd'hui qui va générer de l'argent pour moi demain et pour les années à venir. C'est un investissement en soi, dans son propre savoir. Et c'est le seul actif que personne ne pourra jamais nous enlever.